Il y a aussi d'ailleurs l'idée novatrice que Netanyahou a plusieurs fois rejetée, mais là, d'une certaine façon, il l'a rentrée, c'était de donner aux indépendants qui seraient mis au chômage de l'argent. Nous avons le plaisir, comme chaque mercredi, d'accueillir dans notre studio le docteur Daniel Guggenheim pour sa revue de la presse économique de cette semaine. Alors, ce matin, naturellement, on parle beaucoup, je le disais dans les titres, de reconfinement, de prolongation du confinement. La question que je voudrais vous poser, c'est combien ça va nous coûter, encore une fois? Le premier sujet que je voulais parler aujourd'hui, c'était le sujet du problème financier des hôpitaux. Nous avons vu ces derniers jours à la télévision ou sur Internet des images très dures d'ambulances amenant des malades du corona ou autres, restant des heures devant les hôpitaux et des malades ne pouvant pas rentrer dans l'hôpital. Et je me suis penché pour le problème et j'ai essayé de voir pourquoi ça arrive et quels sont les problèmes de fond. Je voudrais en quelques minutes, quelques mots, expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qui se passe. Il faut savoir qu'en Israël, il y a un problème de fond, qu'il y a plusieurs sortes d'hôpitaux en Israël. Oui. Il y a des hôpitaux qu'on appelle des hôpitaux gouvernementaux. Oui, on en a parlé. Il y a des hôpitaux qui dépendent de la Coupatrolim. Et il y a des hôpitaux qui sont ce qu'on appelle des hôpitaux publics. Par exemple, et c'est ça le problème à l'heure actuelle, les hôpitaux gouvernementaux dépendent de la Coupatrolim aussi. Oui, mais là, je parle des hôpitaux publics. C'est-à-dire, il s'agit de, par exemple, à Jérusalem, Shaare Tzedek, Hadassah, à Natania, Lignado, et à Nazareth, il y a aussi un hôpital comme ça. Il y a 7 hôpitaux comme ça dans le pays que les directeurs des hôpitaux, pour la première fois, à ma connaissance, sont sortis de leur endroit et sont allés même en dehors, siègent dans une sorte de tente pour dire on ne peut plus continuer comme ça. Alors, pourquoi d'abord cette chose arrive? Les hôpitaux que nous avons cités, qui s'appellent les hôpitaux donc, publics, Siburim en Israël, n'ont pas la même façon d'être remboursés par les caisses sociales de maladie. C'est un problème général de ce qui a été fait de la santé. Maintenant, à partir du moment où ils ne sont pas remboursés de la même façon, ils ont de façon inhérente des déficits. Et en plus de ça, on leur a demandé, à cause du corona, de prendre des charges en plus qu'ils n'avaient pas avant. Et ils sont maintenant, ces 7 hôpitaux, à un déficit de 1,1 milliard de shekels. Alors, vous allez dire, mais on voit que ça marche. Apparemment, ceux qui s'occupent dans les hôpitaux des problèmes économiques, comptables, sont venus dire aux directeurs des hôpitaux, ça ne marche pas. Parce que nous, on est obligé de prendre des emprunts, puisqu'on a des fois un problème de trésorerie. Et les emprunts, ça coûte de l'argent, ça coûte des intérêts. Donc, ça ne fait qu'augmenter les problèmes financiers. Deuxièmement, nous, pour pouvoir acheter du matériel et pour pouvoir acheter des médicaments, c'est pour ça qu'on est des fournisseurs, il faut qu'on les paye. Or, puisque nous n'avons plus d'argent maintenant pour les payer, on avait essayé plusieurs mois de retarder les paiements, mais les fournisseurs, ils demandent à être payés. Et donc, on a une situation où nous, à la fin du mois, on ne peut pas renouveler les médicaments, on ne peut pas renouveler le matériel et on ne peut pas payer les salariés qui travaillent. Je voudrais dire ici que je pense que beaucoup savent ici que énormément de personnel hospitalier, que ce soit des médecins, des infirmiers et tous les autres, travaillent très souvent avec beaucoup de conscience et on ne leur donne pas les moyens de le faire et donc c'est un problème de fond. Ils ont même proposé au gouvernement, d'après ce que j'ai lu et j'ai entendu même d'un directeur d'hôpital, on ne vous demande pas de répondre des problèmes de fond, on vous demande une promesse au moins que vous allez commencer à nous donner de l'argent. Oui. Le ministère de la Finance a répondu, je ne peux pas parce qu'il n'y a pas de budget. C'est un problème parce que eux, ils ont dit, par exemple, maintenant vous êtes en train de développer la construction de l'hôpital d'Echilov, pourquoi attendez quelques mois de le construire? Et puis nous, c'est question de vie, de jour. Nous, c'est une question peut-être tout simplement parce que le gouvernement sait qu'il y a derrière ces hôpitaux, on va dire, des organisations de donation qui sont puissantes et qui peuvent peut-être pallier justement à sa déficience. C'est exact. Ils ont dit, mais nous, on ne peut pas vivre que sur des dons. Et apparemment, ils sont arrivés à un point où c'était problématique, où ils avaient un problème de gestion de trésorerie très important. Et même hier, j'ai entendu que le Gafni, qui est responsable de la commission des finances, a voulu
peut intervenir, de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Il ne s'agit pas de régler le problème, il s'agit de faire passer... il y a de la... Comment dire? Quand on pense que pour les vaccins qui ont été ici donnés, Israël a payé, on a dit $30 au lieu de $12 en Europe, la différence est plusieurs milliards de shekels. Il y a de l'argent quand on veut le trouver, et là il s'agit de problèmes actuels, des gens qui apparemment les derniers jours n'ont pas reçu les soins qu'ils auraient dû avoir. Et j'ai entendu un chiffre de 40 à 50% de l'activité de ces hôpitaux-là qui a été arrêtée. C'est un chiffre impressionnant. C'est des gens qui auraient dû avoir des opérations et qui, parce qu'ils n'ont pas eu ces opérations, c'est peut-être plus tard une question de vie ou de mort. Donc j'espère... Et je voudrais dire aussi que le ministère de la Santé a appuyé la demande des hôpitaux en disant que c'est une demande juste. Il n'a pas dit qu'il sait qu'ils sont sur des donations. Et donc, il faut espérer que très rapidement, leurs voix soient entendues et que, en tout cas, l'argent leur soit donné pour qu'ils puissent continuer. Alors, je voudrais par contre, effectivement, ça c'est un sujet important que vous avez soulevé, mais je voudrais quand même qu'on revienne sur l'un des événements marquants de ces derniers jours, c'est l'annonce par le Premier ministre et par le ministre des Finances d'un vaste plan économique visant à venir en aide, une sorte de nouvelle bouée de sauvetage pour les indépendants, les salariés en Israël, pour faire face à cette crise qui se prolonge. Ça a suscité beaucoup de commentaires, beaucoup de critiques, même sur le caractère, on va dire, électoral de ces démarches. Mais essayez de nous dire d'abord si, sur le plan économique, purement économique, il s'agissait là d'une démarche qui était incontournable. Oui, c'est exactement comme ça que je voulais poser la problématique. Je ne veux pas ni entrer dans les problèmes juridiques, dans les problèmes politiques, mais me dire ce plan, point de vue maintenant économique. Et je dois dire que j'ai été extrêmement favorable à l'idée de ce plan. Je vais expliquer pourquoi. D'abord, c'est un plan qui a été chiffré. C'est un plan qui est chiffré à 15 milliards de shekels. La façon dont il devait être financé, en tout cas théoriquement, serait par des emprunts d'Israël sur les marchés étrangers. Nous l'avons parlé souvent ici, comme Israël a une bonne cote sur les marchés étrangers, elle peut emprunter à moins de 1% pour même des longues périodes. Et donc, c'était une possibilité qui n'aurait pas non plus demandé des hausses d'impôts ou un déficit, en tout cas immédiatement budgétaire, ça aurait été d'abord par des impôts. Maintenant, quelle était l'idée ? Keynes, il y a de très longtemps, après les problèmes de la 29, avait proposé que lorsqu'on donne de l'argent aux différents acteurs économiques pour relancer l'activité économique. D'ailleurs, j'ai entendu qu'en France, ils font à peu près, ils disent la même chose, mais que là-bas, le fait de relancer de cette façon-là l'économie ne pourrait pas marcher parce que le système apparemment de production en France est beaucoup plus atteint de ce qu'il a été atteint dans l'économie israélienne pendant ces derniers mois. Et donc, première chose qu'ils voulaient faire sur les ménages, c'est comme aux États-Unis d'ailleurs, redonner de l'argent aux ménages. Bien sûr, ça aurait été différentiel jusqu'à un couple qui gagne 23 000 shekels, ça aurait été leur donner à des gens et aussi pour leurs enfants. Quel a été d'ailleurs, il y a eu des études qui ont été faites sur les deux premiers manakim, comme on dit, l'argent qui a été donné aux ménages. Ils ont servi, une partie a servi à relancer la machine économique, une partie a servi à de l'épargne. Et la troisième partie, et je crois qu'il faut le souligner ici, et ça m'a étonné de voir ça ce matin, 15% de l'argent qui a été donné à ces ménages-là ont servi à ce qu'on appelle des troumotes. C'est-à-dire les gens ont pris cet argent, les gens qui avaient en plus, et l'ont donné ou à leur famille ou à des activités caritatives. Et il faut dire, et je ne sais pas si dans les autres pays, on a atteint ces 15%. Mais sur le fond, deuxièmement, ce plan, voilà. c'est un plan qui répond à certains besoins spécifiques de cette période. Tout à fait. Il s'agissait donc d'aider les ménages, aussi psychologiquement, bien sûr, quand on vous donne plus d'argent, ça vous en plus, je crois que vous l'avez dit aussi, il y a pour l'instant les modèles économiques, les modèles mathématiques qui ont montré qu'il y aurait une baisse de la maladie en Israël à cause des vaccins et du renforcement du confinement. Malheureusement, se sont effondrés. On parle surtout d'un prolongement du reconfinement. Et donc, ça aurait été d'ailleurs psychologique pour les gens. Deuxièmement, il y avait une aide pour les entreprises, les indépendants. Deux choses. D'abord, on vous donnera une prime si vous reprenez des gens qui sont au chômage. En plus, les gens qui sont au chômage pendant 2 mois, ils recevront le double d'argent, puisque les salaires, et en plus, ils recevront leur chômage aussi. Et
En troisième, et ça c'était novateur aussi, point de vue de l'épargne, ils voulaient faire en sorte que les caisses de retraite investissent plus dans le high-tech israélien. C'était une des réformes qui avait été faite à ce niveau-là. Et aussi une dernière chose très importante, réduction d'1 an, comme d'ailleurs on en parle dans beaucoup de pays, des dettes des entreprises, des indépendants et des ménages face au système bancaire. Bien sûr, les banques n'étaient pas tellement contents, mais je pense que c'était un... il y a aussi d'ailleurs l'idée novatrice que Netanyahou a plusieurs fois rejetée, mais là, d'une certaine façon, il l'a rentrée, c'était de donner aux indépendants qui seraient mis au chômage de l'argent, ce qu'on appelle Meftal al-Atzmaïm. Et bien sûr, il s'agirait de voir comment ça va se passer, etc. Toutes ces idées-là étaient des bonnes idées et j'espère qu'une partie, en tout cas, va s'accomplir. Alors, ceci dit, c'est donc important de souligner votre soutien à ce plan du Premier ministre. Je voudrais qu'on parle un peu des vaccins, du corona. Est-ce que dans ces vaccins, eh bien, il y a une loi qui permet d'inclure des dommages qui pourraient être causés par ces vaccins-là ? Oui. Il faut savoir qu'en Israël, il existe une loi disant que si quelqu'un a reçu un vaccin et qu'il a eu, à cause de ce vaccin, un problème, que ce soit un problème à court terme ou à long terme, il a le droit de s'adresser au ministère de la Santé. Il y a là-bas un département pour ça. Il s'agit de remplir un formulaire et d'avoir des dédommagements pour les réactions qu'il aurait au vaccin. Je suppose, bien que souvent, d'ailleurs, c'est des vaccins de longue date dont la plupart sont inoffensifs, ça permet aux gens d'abord d'avoir une sécurité et surtout de les inciter à venir se vacciner. Et alors, cette semaine, la Vadat Avacha, c'est-à-dire à la Knesset, celle qui décide de cela, a décidé d'inclure les nouveaux vaccins que nous avons de Pfizer et Moderna, et les vaccins qui seront contre le corona, dans cette loi-là. Et donc, vous avez sûrement entendu, d'ailleurs, la presse et le ministère de la Santé en a fait écho, il y a eu sur les 2,5 millions qui ont été vaccinés, quelques cas de gens qui ont eu des problèmes. Ces gens-là... Mais très peu, hein, très peu. 63 cas sur plus de 430 000 vaccinés. Exact. Et donc, même ces gens-là, même s'ils sont très peu, pourront maintenant venir au ministère de la Santé pour avoir un dédommagement. Et donc, c'est une bonne chose qui a été faite. Alors, autre sujet que vous souhaitez aborder, puisque c'est de ce soir, hein, c'est la fête de Tou Bishvat, et il faut mentionner cette date, hein, c'est le renouvellement de la nature, le nouvel an des arbres. On va essayer de refaire jaillir la nature après un hiver un peu particulier, il faut dire, même si l'hiver apparemment n'est pas tout à fait terminé. Justement, bien entendu, dans la conjoncture actuelle liée au coronavirus, on a constaté, vous l'avez constaté dans la revue de la presse que vous avez réalisée, une augmentation très sensible, hein, on va dire, du nombre de ventes de produits, de fruits, de légumes par Internet ces derniers mois. Oui, je voudrais la chose suivante. J'aime toujours être pratique. Il y a une tendance en Israël qui se développe à l'heure actuelle, qui est de faire directement vendre de l'agriculteur aux consommateurs. Et il y a 4 sociétés qui font ça. Et une dernière qui est venue, je peux faire de la publicité, Siglovis, qui est une ancienne société depuis 1963, qui est un des grands joueurs, un des grands acteurs de ce marché-là. Le fait d'avoir développé des sites Internet qui passent par ces sociétés permet à l'agriculteur de gagner l'argent une partie de l'argent qu'il aurait dû payer au Supersol et aux différents, ce qu'on appelle en Israël les Reshtot HaShivuk, les grandes chaînes commerciales. Et ils amènent directement, où que ce soit dans le pays, ça s'est développé, ce n'est pas seulement à côté de là où sont les agriculteurs, ils envoient directement aux consommateurs cette marchandise qui permet aussi d'ailleurs aux consommateurs de payer aussi beaucoup moins le prix des fruits et légumes. Mais avant, ça se faisait uniquement face aux grossistes. Maintenant, ça se fait directement face aux consommateurs. Pour donner et montrer aux chiffres de quoi il s'agit, on considère que le marché des fruits et légumes en Israël par an, c'est 18 milliards de shekels. Ces 18 milliards de shekels se divisent la vente suivante pour point de vue de la vente. 55% des ventes se font dans ce qu'on a appelé donc les super, c'est-à-dire en Israël les reshtot, les grandes chaînes commerciales. 25%
sont dans votre quartier, vous avez sûrement des marchands de fruits et légumes, et ben ça représente un quart des ventes. 20% sont faits par ce qu'on appelle les Shvakim, Machane Yehuda à Jérusalem et Carmel à Tel Aviv, etc. Et maintenant, cette nouvelle tendance, 5%, et je crois que c'est assez important, de ces fruits et légumes, de ce marché-là, des 18 milliards shekels, est fait directement du consommateur de l'agriculteur au consommateur. Il faut donc se réjouir de ce développement qui est bon pour tout le monde, et pour les agriculteurs et pour les consommateurs, et qui montre le dynamisme de l'économie israélienne. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour cette très complète revue de la presse économique de cette semaine.